C'est la place à Jean-Michel Herry, directeur du Centre SPI de la mine Saint-Étienne, qui va animer la première session. Donc je suis le nouveau maître du temps pour 1 heure. Nous allons avoir 3 présentations sur les progrès de l'instrumentation jusqu'à l'automatique. Mais vous allez voir, ça va beaucoup plus loin depuis que la chaîne numérique désormais est suffisamment puissante pour coupler le contrôle procédé. Alors soit des modèles, autrefois on appelait ça les modèles avancés, mais désormais on va jusqu'au jumeau numérique, c'est-à-dire la représentation temps réel de ce qui se passe physiquement. Alors à 2 échelles, on verra des sujets qui sont très sur une machine, je parle de la fabrication additive, mais ça peut aller jusqu'à l'usine intégrée complète si elle est équipée suffisamment de capteurs à tous les niveaux. Donc là je vais commencer à donner la parole à une présentation de Clermont-Ferrand. Donc, il y a 4 orateurs sur le tableau, mais nous en aurons 2. Donc, juste pour préciser, je vous montrerai ça au bon moment pour vous. Voilà, donc on a 3 fois 19 minutes, puisque j'ai pris 3 minutes sur les 1 heure, pour présenter vos sujets. Donc, je vous en prie. Merci. Par contre, j'ai une télécommande, ça se passe comment ? Hop, super. Là, c'est bon pour le micro ? Plus près ? Ok. Bonjour à tous. Effectivement, nous sommes plusieurs à avoir préparé cette présentation. Nous serons 2 pour la présenter. Donc, moi, je suis Laurent Pietrac. Je suis enseignant-chercheur à Sigma à Clermont. Et après, à un moment, je passerai la parole à mon collègue Emmanuel Duc de la même école. Donc notre présentation a pour objet de vous présenter un petit peu le panorama des sujets qui nous intéressent aujourd'hui, aussi bien en recherche qu'en enseignement, autour de l'acquisition, l'analyse des données et globalement le pilotage des systèmes de production. Juste pour resituer le contexte, aujourd'hui on parle beaucoup de récupération de données, de contrôle intelligent, etc. Quelle est ma vision ou notre vision partagée du changement fondamental autour de ces sujets entre le passage de l'industrie, on va dire 3.0 à 4.0 les changements sont divers. Ils ont lieu déjà sur la structure du système de décision. Pour moi, l'industrie 3.0 est caractérisée déjà par un modèle pyramidal de décision dans lequel, au fur et à mesure, on agrège des informations pour passer la main à un niveau plus élevé, qui va prendre des décisions sur du terme plus long, généralement avec beaucoup moins de données, mais des données plus riches. On a des fonctions localisées à différents niveaux. J'ai repris le modèle classique de la pyramide SIM. On a un système d'information qui existait déjà. L'information n'est pas nouvelle sur les systèmes de production, avec tout de même des flux relativement réduits, particuliers, avec des données, encore une fois, très structurées. Et sur le système opérant, on avait traditionnellement des systèmes dédiés à des productions, donc avec des structures figées, stables dans le temps, sur lesquelles donc, on pouvait mener des opérations d'organisation de la production, d'optimisation, etc. Ce qui caractérise pour moi le passage à l'industrie 4.0, c'est que tous ces paradigmes ont un peu éclaté. Aujourd'hui, on a de plus en plus de fonctions réparties, on veut faire de plus en plus de choses. On n'est plus du tout dans un système pyramidal, mais dans des tas de fonctions qui coopèrent avec un but ultime, toujours, c'est optimiser et produire dans les meilleurs délais et au moindre coût. Ces fonctions sont réparties, on a donc un modèle en réseau, on a un flux d'informations beaucoup plus important. Et de la même façon, les données sont parfois beaucoup moins structurées. On va faire de l'analyse de données semi-structurée ou pas structurée du tout. Et le système opératif, on veut également qu'il soit reconfigurable, qu'il soit facilement adaptable, qu'on puisse faire des productions diverses et qu'on puisse, en fonction de demandes brutales ou de changements du marché, reconfigurer complètement la production. Tous ces paradigmes se font grâce à des technologies nouvelles, très différentes. Sur tout ce qui est système de décision, on voit apparaître des tas de choses dont on vient de parler brillamment dans l'exposé précédent, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, le jumeau numérique, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est données massives de production.
Le problème, c'est quels sont les problèmes, c'est quelle est la qualité de toutes ces productions de données, quelles sont leurs cohérences, quelles sont leurs pertinences dans le temps, comment mettre à disposition toutes ces données aux différents décideurs pour qu'ils soient aptes à prendre des décisions dans les temps impartis et pas noyés sous la masse. L'architecture classique du système d'information de l'industrie 3.0, on parle aujourd'hui de capter des données et d'analyser ces données, mais les réseaux ne viennent pas d'être créés dans le monde industriel. Depuis très longtemps, on a des réseaux industriels. Le premier protocole réseau Modbus, c'est fin des années 1970. Donc on a traditionnellement des structures de réseau avec des tas de typologies de réseaux qui posaient déjà énormément de problèmes de captation, quel réseau utiliser, comment les transférer, comment assurer la cohérence, comment assurer la sécurité. Ça, c'est un problème plus récent, évidemment. Dans les années 70, on ne se préoccupait pas de tout ça. Aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'on a une offre de réseau encore plus large. On a une tour de Babel, en fait, c'est-à-dire qu'on invente sans arrêt des nouveaux protocoles qui répondent à des besoins spécifiques. Et aujourd'hui, sur un système industriel, on n'a pas une solution unique, même s'il y a quand même des leaders sur le marché, évidemment, tout ce qui est Profinet ou ce type de réseau. Mais on a une pléthore de réseaux, pléthore de façons de transmettre l'information et on veut en utiliser plusieurs sur un même système de production. On veut mélanger les réseaux industriels et tout ce qui est IoT, etc. Et le problème, même s'il existe des solutions industrielles, c'est comment utiliser tous ces équipements-là. Dernière technologie sur les systèmes opérants, évidemment, on a des nouveaux systèmes. On a entendu parler d'impression 3D, on peut parler de robots autonomes, de smart machines, de cobots aujourd'hui, qui sont de plus en plus présents et pratiques à mettre en œuvre. Et il faut travailler sur tous ces systèmes pour finalement passer sur un système de prise de décision qui soit cohérent, qui soit agile, qui soit capable de réagir rapidement. Donc les différents sujets que l'on traite, nous, sont liés à tous ces thèmes. Et ça peut être l'étude de l'usage, de l'intégration des nouvelles technologies dans des ateliers de production. Comment mettre en place aujourd'hui des architectures de contrôle qui sont de plus en plus réparties, coopératives. Le pilotage, évidemment, de la production, c'est quand même le but ultime d'un système de production, et l'amélioration ou l'optimisation des procédés, dont quelques exemples ont été présentés précédemment. Donc, dans l'intégration de nouvelles technologies, on est par exemple sur des projets aujourd'hui où on étudie comment mettre en œuvre des cobots dans un environnement de manière efficace, non pas simplement un environnement de production qui consiste donc à piloter le cobot, le programmer pour qu'il soit efficace par rapport à la tâche qui est prévue, mais comment il s'intègre dans un flux de production, comment il s'intègre dans un système d'information et de décision, de telle manière à ce qu'effectivement on puisse rapidement modifier sa configuration, l'adapter à des nouvelles de production. Donc, à ce titre, on monte une plateforme sur laquelle non seulement on a un cobot industriel, ici c'est un UR5 de la marque Universal Robots, donc c'est un modèle très répandu, sur lequel on va mettre des préactionneurs intelligents et autour duquel on va mettre des systèmes de pilotage et des systèmes de captage d'informations et de décisions pour être capable de piloter et d'adapter la tâche de ce cobot en fonction de flux changeants de production. Deuxième exemple, oui, j'ai oublié une animation. Deuxième exemple d'intégration de technologie, c'est autour de développement de systèmes de supervision de la production sur lequel on va volontairement mélanger des technologies industrielles et des technologies, on va dire, plus grand public à base de Raspberry Pi, à la base d'Arduino, pour mettre en œuvre des structures d'information qui vont nous permettre de piloter nos systèmes de logistique interne ici avec des chariots mobiles, mais aussi gérer le flux de production et de demande à partir de notre magasin général pour alimenter des postes manuels de production ou des postes automatisés et voir un petit peu comment mettre en œuvre, mélanger toutes ces technologies pour mettre en œuvre des solutions peu coûteuses et efficaces sur ces systèmes.
Donc on intègre à la fois des technologies très industrielles telles que des serveurs au PCUA, et puis des technologies plus dédiées à l'origine à tout ce qui est domotique, tels que les protocoles MQTT par exemple, pour faire des superviseurs, des systèmes de pilotage et de surveillance de la production qui vont être donc connectés à des équipements industriels, des automates programmables, mais aussi des capteurs de présence, des capteurs grand public que l'on va mettre en œuvre pour voir ce que ça donne. Autre exemple, tout ce qui est, on parlait des jumeaux numériques, mais on va dire tout ce qui est modèle virtuel du système de production, voir comment ces technologies peuvent être utilisées aujourd'hui pour faire de la mise en service virtuelle, gagner du temps sur ces systèmes, quelles sont les procédures au-delà de utiliser ces outils tels qu'on pouvait utiliser les systèmes, quelles sont les procédures de test, les bonnes démarches, comment coupler ce genre d'approche à des approches plus formelles, théoriques, autour de la vérification de preuves de bon fonctionnement de programmes d'automates programmables. Et c'est l'occasion de regarder un petit peu ce qui est possible de faire aujourd'hui par l'introduction du jumeau numérique par rapport à ce qu'il était possible de faire hier, à la fois dans le monde industriel et le monde académique, en termes de recherche, encore une fois, tout ce qui est méthode formelle, validation, vérification de programme par des méthodes mathématiques, vérification par des tests sur des équipements, aujourd'hui vérification par des jumeaux numériques, et comment on peut coupler tout ça pour à la fois augmenter la qualité des programmes de pilotage des systèmes et gagner du temps par rapport à ce qui pouvait être fait dans des méthodes traditionnelles. Voilà, je vais laisser la place à mon collègue pour la suite. C'est lequel bouton? Oui. Alors, pour continuer, un petit exemple d'application sur les machines d'usinage. Le monde des machines d'usinage a, je dirais, technologiquement stagné ces dernières années. Et là, on voit arriver une évolution forte qui vise à superviser les machines, extraire de la donnée, suivre les machines en production d'une manière un peu pareille, identique à ce qu'on peut voir sur certaines machines de fabrication additive. Donc on a l'occasion de travailler en relation étroite avec l'entreprise Fives Machining. On retrouve ici la chaîne qu'ils ont, donc j'ai volé leur... alors le pointeur, c'est sûr. Voilà. On retrouve la chaîne de captation d'informations avec trois aspects importants, hein, bien entendu. Des capteurs, donc on va détailler tout à l'heure, un système d'acquisition et de stockage, et puis de l'analyse et de la prise de décision. Alors en termes de capteurs, le premier point clé sur une machine d'usinage, c'est bien entendu la commande numérique. Donc on a déjà un système informatique qui est là pour traiter de la donnée, des données de mesure de position, etc., qui est intrinsèque à la machine. On a des fréquences d'échantillonnage qui sont assez courtes, 2, 10 millisecondes. Et donc, on a déjà énormément de données qui sont captées par des ordinateurs de plus en plus puissants. L'idée de certains constructeurs de commandes numériques est de rajouter des ordinateurs, un troisième ordinateur, pour stocker la donnée, archiver la donnée et traiter la donnée. Par rapport à ça, l'évolution majeure aujourd'hui, c'est l'instrumentation de la machine. Donc nous, en tant que chercheurs de laboratoire, ça nous paraît naturel, mais industriellement, instrumenter une machine souvent est un risque de perte de TRS, un risque de maintenance, etc. Mais on voit le besoin de connaissances qui nécessitent l'instrumentation. Donc on va avoir un automate ACN, un concentrateur qui permet de capter les données qui nous intéressent. Et donc, on va mettre des capteurs à travers un réseau IO-Link qui va nous permettre de recevoir la régulation et le stockage des données. Alors, à quoi servent ces données? Donc, on capte des données, on a de la mesure, on a des données qui sont des données très, très échantillonnées, des positions, des vitesses. On a des données qui sont moins échantillonnées, des températures, des capteurs de débit, etc. Donc il faut synchroniser tout ça, bien sûr, et puis se poser la question de savoir de quelles données on a besoin et quand est-ce qu'on a besoin avant de prendre les décisions. Et là, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de savoir comment on traite la donnée. Jusqu'à maintenant, on avait des difficultés à capter la donnée. Aujourd'hui, les machines sont instrumentées, donc on va pouvoir se poser des questions intéressantes. Le premier point clé, c'est la contextualisation, excusez-moi. Avoir de la donnée, c'est très intéressant. Encore faut-il savoir ce qui se passe dans quel environnement. Donc ici, vous avez un exemple. Donc on mesure par exemple des efforts, voilà, et le système va être capable de recentrer les efforts, la position des variations, des perturbations sur la pièce qu'on est en train de fabriquer.
pour l'applicatif, pour l'usineur, c'est plus important. Avoir les signaux, c'est très intéressant. Ça peut identifier, par exemple, des problèmes de maintenance de machine, des problèmes de dysfonctionnement de machine. Mais par contre, avoir sur la pièce les défauts, ça, c'est fondamental. Donc la contextualisation, c'est un point clé qui nécessite des compétences techniques en dehors de la capacité d'accès de captation des données. Deuxième exemple, les aspects verts. Aujourd'hui, donc, il y a des clients qui demandent effectivement d'avoir des idées sur les coûts horaires machines, la consommation électrique par exemple, mais aussi sur les kilogrammes ou les kilogrammes de CO2 produits par la pièce pendant la fabrication de la pièce. Donc on va transformer la donnée brute en une donnée lisible et traitable. Dernier point de notre présentation, comment on traite les données ? Donc, il existe effectivement des techniques d'IA ou de deep learning. Nous, on applique des techniques de théorie de la décision qui sont proches du génie industriel. Prise de décision multicritères. Et donc, tout le problème, c'est de savoir quels sont les critères qu'on prend en compte. Critères de développement durable, par exemple. Comment on les prend en compte, quel poids on prend, quelle qualité de données on apporte. Donc, un exemple qui est hors projet, mais sur lequel on travaille aujourd'hui, ou du moins qui va nous servir de base pour les travaux futurs. Donc, un système de prise de décision pour concevoir une porte d'avion avec 3 points de vue. Un point de vue lié à la conception, à la mise en forme et à la fabrication, à l'usinage. Et on va mettre en place des algorithmes génétiques pour trouver les meilleures solutions avec des outils d'optimisation de prise de décision de type top 6. Voilà, je vous remercie. C'est Laurent qui répond aux questions. Je garde le micro, mais c'est lui qui répond. Moi, je ne sais pas répondre. 1, 2, 3. Voilà. On a été super, surtout toi. Ah oui, mais lui, je le connais. Moi, j'ai une question sur le dernier cas, FIV, que je connais bien. Ah ouais je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai une question sur la donnée, la validation de la donnée, en fait. Dans quel cadre et comment vous validez la qualité de la donnée que vous avez obtenue ? Pour l'instant, on ne sait pas. Non, c'est effectivement, c'est ce qui nous intéresse. Nous, c'est notre cœur de travail, c'est-à-dire non pas l'aspect technologique, mais c'est plutôt l'aspect intelligence lié à la donnée. Est-ce que je peux avoir confiance en ma donnée ? Quand j'ai des prises de décision, que j'ai des critères à mettre, une pondération sur des critères, quelle est la variabilité de pondération que je peux me permettre et qu'est-ce qui va me permettre de prendre des décisions qui sont sereines, rationnelles ? Et un autre point important, comment je prends en compte le risque lié à ma prise de décision. D'accord. Et donc validation et reconstruction de la donnée, vous ne faites pas encore, c'est-à-dire non. D'accord. Reconstruire une donnée qui n'est pas disponible ou vérifier la possibilité à travers une simulation d'une donnée, de la qualité d'une donnée. Ça dépend trop du procédé, donc c'est des choses qu'on laisse à d'autres. On essaie d'être un peu plus générique. Ok. Tout ce qui est compliqué, on le laisse aux autres. C'est une stratégie scientifique qui marche très bien. Je vous recommande. Bon, t'as une question pour le coincer alors ? Non, mais il n'a pas le droit, lui. J'avais dit pas de Saint-Étienne. Juste une question sur le processeur que tu évoquais, qu'on rajoute pour pouvoir finalement transférer les données, hein, si j'ai compris ce que tu évoquais. Il est en dialogue... C'est du dialogue interrompu ou c'est du dialogue permanent Permanent, scruté à K fois la boucle de scrutation de la commande numérique. Donc on peut atteindre la dizaine de millisecondes ou en dessous de la dizaine de millisecondes. Mais c'est un autre processeur. En fait. On ne peut pas imaginer un seul processeur qui fasse tout à la fois. Technologiquement, c'est un vrai problème et il y a une vraie stratégie industrielle derrière. Soit c'est l'automate programmable qui traite la donnée et qui se dépêche de l'envoyer stocker ailleurs, donc dans le cloud ou pas dans le cloud, ça c'est une autre question. Et là, dans ce cas-là, donc chez Siemens, ils ont un troisième ordinateur qui est physiquement dans l'armoire électrique et qui lui s'occupe de ça pour décharger la commande numérique. La question là, c'est le dialogue entre les différents PC qui se posent et la rapidité du dialogue. Alors lui, il est juste en lecture, donc il n'intervient pas. Mais d'accord, il n'y a pas de rebouclage. L'étape d'après, c'est qu'il intervienne, qu'il modélise la scène d'usinage et qu'il détecte le crash avant que le crash ait lieu. Donc ça va pédaler de plus en plus vite. Merci bien. Bonjour, Yann Gavet, Saint-Étienne. Je me pose une question. Pourquoi, sur la fin, vous avez dit, on ne fait pas de l'IA ? Pourquoi vous n'êtes pas parti sur des techniques deep learning ? Parce qu'on n'avait pas envie. Non, oui, c'est un choix
Il n'y a pas de justification particulière. Il y a des très bonnes équipes qui travaillent sur des très bonnes techniques de deep learning. Nous, on a voulu aller dans une direction qui est un peu moins abordée dans les domaines de la mécanique. Les outils qu'on développe, les outils de prise de décision, Top6, etc., sont des outils qui sont assez partagés par d'autres communautés, dont celle du génie industriel. Par contre, sur des problématiques de fabrication, de process de mécanique, on ne les voit pas beaucoup. Donc on a préféré aller dans ces directions-là. Et là, on cherche des solutions qui soient assez légères à mettre en œuvre en situation industrielle. Qu'on n'ait pas à faire un apprentissage très très long, parce que souvent nous on travaille sur des très petites séries, sur des one-shots, sur des prototypes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la prise de décision en prototypage. Je veux intégrer un nouveau procédé de fabrication additive. J'ai un procédé conventionnel. Sur quelle pièce je l'applique? Quel est mon risque? Quelle est ma stratégie derrière? Et donc là, je ne peux pas faire de deep learning. Du moins, je ne peux pas. Si, je peux, mais voilà. Mais on a le droit d'avoir tort. Non, mais... Vous n'avez pas une question pour Laurent? Parce qu'il est gentil. Il fait des trucs bien, hein. Il fait des pyramides. Je suis un peu vieux, hein, normalement. Ouais, t'es pyramidal, toi. À face centrée. Ça, c'est une blague de métallurgiste. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions... Allez, merci beaucoup. Bon après-midi, bonne journée. On a 3 minutes d'avance sur l'agenda, c'est formidable. Donc, on va changer de secteur industriel, on va passer dans le domaine qui est très puissant ici dans la région, qui est le secteur de la chimie. Et on va avoir une présentation hybride entre un chercheur et un intégrateur de solutions. Donc, je ne sais pas qui d'entre vous commence. Bonjour à tous. Donc effectivement, on change d'univers, mais les thématiques sont très similaires. Alors, par contre... Non, ok. Donc, si on regarde ce qu'on peut faire en termes de digitalisation sur les procédés industriels, dans ce cadre de l'industrie de process, on peut regarder ça à différents niveaux. Alors, je n'ai pas détaillé la partie laboratoire, mais on a un certain nombre de choses qui peuvent se faire à la fois à l'échelle du pilote, mais également derrière, l'idée c'est d'aller à l'application industrielle. Et avec des enjeux qui sont un peu différents. C'est-à-dire qu'à l'échelle du pilote, l'objectif, ça va être de pouvoir accélérer nos cycles de développement, de les fiabiliser et d'arriver plus rapidement à la mise au point des procédés. Donc ça, c'est typiquement des sujets sur lesquels on a eu des travaux collaboratifs avec des gens qui sont dans la salle. Voilà. Et donc, on va travailler sur ce sujet d'automatisation, de fiabilisation de ces pilotes. Également d'avoir de l'information qui va se construire au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on le verra après, mais la donnée c'est bien, ce qui va compter c'est l'information qui va permettre de prendre la décision, et le fait d'avoir au fil du pilote l'information qui est construite en temps réel au sens du temps d'arrivée des données va permettre d'avoir une plus grande réactivité et donc au final de répondre mieux à l'attente en fait de ces phases de pilote qui visent à développer et optimiser ces process. Et ensuite, en général, quand on fait des pilotes industriels, l'objectif un peu final, c'est de construire de la connaissance et donc de pouvoir sortir des rapports, en général, avec une synthèse de ce qu'on a pu faire, et voir comment on peut réduire ce temps-là, et en particulier le temps qui est lié à la compilation de la donnée, puisqu'il y a souvent, d'ailleurs, dans ce terme de compilation de la donnée, de la tâche à faible valeur ajoutée, où on va, traiter de la donnée et pas forcément utiliser tout de suite ces cellules grises. Si on bascule dans l'univers industriel, là, la situation est un peu différente. On a des procédés qui sont déjà conçus, qui sont déjà plus ou moins bien optimisés du point de vue de la conception. Par contre, on va devoir les optimiser en continu en fonction des éléments qui vont amener de la variabilité. Alors, le principal élément, ça va être les matières premières. Ça sont des choses qui fluctuent de manière importante, en particulier dans certains secteurs d'activité. Dès qu'on va être sur de la matière première agricole, de la matière première minérale, du moins qui vient de la mine, ou même aujourd'hui, avec tout ce qui est économie circulaire, tout ce qui va être recyclé, introduit, on va dire, une variabilité qu'on ne connaissait pas forcément précédemment dans tout un tas de procédés industriels. Donc là, l'objectif, c'est de mettre en place et d'utiliser la donnée
pour pouvoir optimiser ces procédés en continu. Avec ces notions d'analyse de dérive et de détection d'anomalies. Et le point, je dirais, qui est un peu le point de commun entre les deux, c'est le jumeau numérique. Tout d'abord parce qu'en fait, la phase pilote va permettre de concevoir ces jumeaux numériques, et derrière, parce qu'on va pouvoir utiliser ces jumeaux numériques et aller typiquement jusqu'à l'optimisation et le contrôle commande grâce à ces jumeaux numériques. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière jumeau numérique? Parce qu'en fait, c'est un terme qui est relativement vaste. Alors, dans ce que je vous présente, j'exclus déjà le jumeau 3D de l'usine. C'est un autre domaine. On va s'intéresser au jumeau numérique du procédé en lui-même. Donc, en termes de matière pour pouvoir construire ce jumeau numérique, on a déjà le procédé, sa description, qui va nous permettre de faire appel derrière aux lois de la physique, de la thermodynamique, pour pouvoir construire des modèles qui vont être basés, je dirais, sur des équations et qui vont permettre en fait, de décrire notre process sous cet angle-là. On va avoir également un autre élément qui est la donnée, qui va être générée par ce procédé de production, qui va nous donner de l'information sur son comportement. Et ça va nous amener à différentes possibilités dans les types d'approches. Alors, déjà, la physique, on va pouvoir arriver à faire des modèles sous forme, je dirais, mathématique. On peut arriver sur des modèles qui sont trop complexes, qui amènent, par exemple, avec de la simulation, qui vont être trop complexes pour implémenter tel quel. Donc, on va pouvoir aller travailler sur ce qu'on appelle des modèles greybox ou surrogate, qui vont permettre en fait, d'utiliser des jeux de données qu'on a créés par la simulation pour constituer un modèle mathématique simplifié de notre process et de son comportement, qui pourra être implémenté. Et puis également développer des modèles dits black box, qui sont souvent les modèles d'IA, de deep learning, qui en fait, eux, s'appuient purement sur la donnée pour construire un modèle du process. On peut évidemment combiner ces approches, hein. Mais il y a un élément souvent qu'on oublie qui est de déjà structurer la donnée au regard du procédé, de la connaissance du procédé qu'on a, puisqu'en fait le fait de structurer la donnée va permettre déjà de décrire, du moins d'utiliser la connaissance qu'on a du procédé pour lui donner un sens, et derrière en fait aller plus loin dans les approches de modèles qu'on peut avoir et qui ont été décrites. Alors, déjà, quand on parle de données qui viennent d'un procédé, on pense souvent aux données qui viennent des capteurs qu'on a sur l'installation. Alors ça peut être enrichi par tout ce qui va être analyse en ligne, capteurs avancés, type spectro, chromato, mesure de densité taille de particules, etc. Mais on a également tout ce qui va venir d'à côté de la ligne, des analyses de laboratoire, mais également de l'information manuelle. Et je dirais, si on va sur une installation industrielle, il y a tout un tas de systèmes d'information dans lesquels on va pouvoir piocher de l'information qui peut être pertinente pour le pilotage. Par exemple, la traçabilité, quand on a des procédés batch, savoir quand est-ce qu'on a produit quoi, où, quand, comment, c'est important. Et donc, l'idée, et ça fait partie des travaux de développement qu'on a conduits depuis maintenant 7-8 ans, c'est d'avoir une structuration de données qui corresponde bien à ce qu'on trouve dans une industrie de process, ce qui fait que derrière, on va pouvoir travailler cette donnée de manière un peu standardisée et arriver à ce qui nous tient à cœur, c'est de démocratiser l'usage de cette donnée dans l'usine. Alors, cette structuration de données, on va retrouver les séries temporelles. Donc ça, c'est typiquement les données qui viennent des capteurs, qui sont remontées à la seconde, à la minute, peu importe. Tout ce qui va être données vectorielles, et là, ça fait partie des travaux d'ailleurs qu'on a menés avec un postdoc de l'IMT sur comment on structure et on va traiter ces données, on va stocker et traiter ces données vectorielles. Donc tout ce qui vient de capteurs complexes, mais pas que. Je prends un exemple. Vous fabriquez du film par extrusion, ce film, vous pouvez potentiellement mesurer l'épaisseur sur toute la largeur avec un capteur qui va vous donner peut-être 500 valeurs. Pouvoir garder cette information à cette granularité-là peut être intéressant d'ailleurs pour les traitements et les pilotages que vous allez faire. Donc c'est tout l'intérêt de ces données dites vectorielles. On va retrouver toutes les informations liées à la traçabilité du process. Alors ça, c'est hyper pertinent quand on a des procédés batch ou des équipements qui vont
avoir des cycles, c'est-à-dire décrire la temporalité des choses et les caractériser. La généalogie, alors ça, dans un monde d'économie circulaire, ça devient un vrai sujet, c'est-à-dire qu'avoir la traçabilité, mais savoir chaîner tout au long du process, y compris chez ses fournisseurs, etc., et pouvoir propager l'information, ça devient un enjeu parce qu'en fait, souvent le problème que j'ai sur le produit fini, il peut venir d'avant, bien avant dans le process. Donc, il y a une notion de propagation d'information et puis tout ce qui va être événementiel et puis également l'outil qui a servi à produire, tout ce qui est lié aux équipements. Alors, l'approche, donc ça, je dirais, aujourd'hui, concrètement, ce qui a été fait, c'est d'avoir des modèles de données standards, des technos derrière sous-jacentes pour les stocker et les traiter qui sont standards, et puis également des modèles de combinaison de ces différentes informations qui sont standards, de manière à faciliter en fait l'agrégation de ces données. Puis derrière, le cran d'après, c'est de pouvoir implémenter des modèles. Alors, bon, j'ai mis Python ici parce que c'est le langage aujourd'hui qui est en train de vraiment de prédominer dans l'industrie. L'idée, c'est de pouvoir exécuter, j'irais, tout type de modèles, quelle que soit leur typologie, pour répondre à des besoins, alors je dirais un peu, pas forcément temps réel, d'optimisation et de préconisation. Alors quand je dis pas temps réel, c'est pas forcément avec un bouclage vers le contrôle-commande, mais aujourd'hui, donc, on a également des travaux actuellement de redescendre de cette information sur les systèmes de contrôle-commande avec toutes les problématiques de performance et de sécurité. L'idée, c'est de pouvoir aller, j'irai sur ces aspects-là, de détection d'anomalies, de diagnostic, effectivement. C'est-à-dire que, on va dire, aller au-delà juste de détecter qu'il y a un problème, mais de pouvoir préconiser l'identification des causes. Alors, je vais vous présenter quelques exemples d'applications. Un exemple dans les pilotes industriels, donc Eramet IDIS, qui est le centre de recherche d'Eramet, a digitalisé en fait ses installations pilotes avec plusieurs aspects, pouvoir redonner la main à ses équipes terrain pour qu'ils aient une... Alors, on parlait de qualité de la donnée, ça c'est clé pour la qualité de la donnée, c'est-à-dire que si les équipes terrain ont l'information en temps réel qui se construit, s'il y a des anomalies, ils vont les identifier, par exemple corriger les saisies qu'ils ont pu faire ou les analyses qui ont été faites en cours de process. C'est le deuxième point. Également, ça leur a permis de réduire de 50% le temps pour l'élaboration de leur rapport post-pilote, ce qui, dans un univers où il fallait plus vite, est clé. Et également, un autre aspect qui n'était pas simple pour eux, c'est qu'une fois qu'on a fait un pilote industriel et qu'on a démonté l'installation, comment est-ce qu'on archive toute l'information qu'on a gagnée? Et là, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont pu garder toute la granularité qu'ils pouvaient avoir. Je vais avancer. Et dernier exemple, c'est une entreprise de la région d'ailleurs qui fait du traitement de biogaz et qui, grâce à la digitalisation des équipements qu'ils installent chez leurs clients, est en mesure, avec de la modélisation, d'anticiper les aspects logistiques et d'avoir caractérisé en fait le comportement du consommable et d'optimiser, du moins d'anticiper les cycles de changement de ce consommable grâce à la digitalisation. Voilà. Je vais passer la parole à Anna parce que j'ai pris un peu de temps. Donc, c'était Mathieu Curat d'Optimistic, qui ne s'est pas présenté au début. Donc, moi, je suis Nakama Rao de Centre Spin, l'école des mines Saint-Étienne. Donc, je vais montrer un exemple d'application qu'on a réalisé pour le campus. Donc, c'est une salle qui est installée ici, un showroom. On a donc Accélera a réalisé une enquête auprès de ses adhérents et a constaté qu'il y avait des besoins de formation, donc de former les ingénieurs qui étaient en poste pour qu'ils soutiennent la transformation numérique de leurs propres entreprises. Et donc, du coup, on a, à partir de ce constat et puis d'un souhait d'installer au campus une salle qui va démontrer les atouts du numérique dans la performance environnementale et énergétique d'un procédé. Nous avons construit une salle qui s'appelle Digital for Industry, qui permet de faire de la formation et du conseil. Donc, dans le consortium, il y avait bien sûr Optimistic, mais il y a aussi Inevo, Accélera et Axel One.
Et ses collègues, ils sont présents ici. Donc, si vous voulez discuter avec eux tout à l'heure, n'hésitez pas. Donc, on a construit une salle qui est connectée à distance à 3 pilotes, un cristallisoire à Saint-Étienne, une extrudeuse et un réacteur chez Axel One à Sanfons et à Solèze. Donc l'objectif, c'est de démontrer la totalité de la chaîne digitale qui va du capteur, qui va mesurer sur le pilote jusqu'au cloud où il y a jumeau numérique, en passant par l'edge computing qui est ce qui est plus proche du pilote et qui va, donc c'est là qu'on va avoir la rétroaction automatique, l'utilisation d'OIBus. Donc, on a utilisé le logiciel OIBus pour faire le transfert de la donnée et puis OI Analytics, donc les deux distribués par Optimistic pour créer le jumeau numérique et aussi la plateforme d'acquisition de la donnée en temps réel. L'objectif, c'est de faire de l'optimisation en temps réel des procédés chimiques sur des indicateurs de production, mais aussi de performance énergétique et environnementale. Je vais vous présenter, donc on a l'exemple du cristallisoire, donc ça c'est le Simnoptic sur la plateforme OI Analytics, et puis les indicateurs de performance, que ce soit des indicateurs de performance de production, donc le rendement, donc la récupération du solide qui est dissous dans le solvant, la quantité d'eau qui est utilisée, et puis aussi la quantité d'énergie qui est utilisée. Et puis, on peut aussi, dans le logiciel OI Analytics de Optimistic, introduire des données de coût, donc de coût de l'énergie et coût de la matière première, entre autres. Donc, on a un jumeau numérique qui est installé, donc, qui permet de faire là des prévisions en même temps qu'on compare les prévisions avec des données acquises en temps réel sur, par exemple, le taux de solide qui est formé. Donc, ça permet de savoir si on est, si le processus se passe comme on le souhaitait. On peut aussi comparer des lots, donc Mathieu l'a déjà présenté. Et puis, donc, juste 2 mots sur l'offre de valeur de cette salle, cette salle Digital for Eco Industry. Donc, on a 3 modules de formation. Le premier qui va couvrir toute la chaîne digitale, qui permet d'avoir une journée de TP dans la salle connectée à distance aux 3 pilotes, puis un deuxième qui va couvrir du capteur jusqu'au edge computing, et un troisième qui va du edge computing jusqu'au jumeau numérique. On a déjà fixé des périodes de formation, n'hésitez pas à aller sur DIWI si vous êtes intéressé. Et puis, pour compléter cette offre de formation, les partenaires de la plateforme, ils peuvent aussi fournir des conseils auprès des entreprises sur la digitalisation de leurs procédés. Donc, du coup, aller 1 à 4 jours en entreprise pour faire un état des lieux et établir une feuille de route préchiffrée sur les besoins de matériel, entre autres, pour digitaliser soit une unité, soit toute une usine. On peut aussi tester dans les 3 pilotes des capteurs, des produits. Et puis, on a aussi une offre R&D qui est associée à cette salle. Et puis, tout l'ensemble de l'offre, autant d'informations comme de conseils, a été labellisé et accompagné par Accélera. Voilà. Merci de votre attention. Puis, ce travail a été réalisé avec l'aide de Roger Delima, Vinicius, qui ont des posters. Donc, n'hésitez pas à aller voir les posters tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Merci, donc on est bien dans les temps. Il y a 5 minutes de questions. Qui veut ouvrir le... Alors moi, j'ai bien compris l'aspect formation, et puis, mais j'avais une question, c'était sur c'est quoi votre caractère spécifique dans le cadre de ces développements? Quelle est votre spécificité? En termes numériques En termes numériques ou en termes de développement numérique, bon, c'est des solutions qui sont très bien, mais qui sont assez standards. Est-ce que vous avez une spécificité autour des déploiements que vous avez menés, que ce soit côté Optimistic ou côté... Alors, je dirais le côté standard, je vais réagir un peu dessus, parce qu'en fait, je prends par exemple les sujets de contextualisation de données, avec toutes ces notions de généalogie, de batch, d'intégrer là-dedans la donnée vectorielle. En fait, c'est des choses effectivement qui existaient de manière très silotée dans des solutions
multiples et variées. Par contre, avoir une approche globale de la data dans l'industrie de process, aujourd'hui, c'est relativement nouveau. Et d'ailleurs, c'est un des sujets, alors j'en ai pas parlé parce que le but, c'était pas d'être commercial, mais il y a un vrai enjeu aujourd'hui dans l'industrie sur le désilotage de l'information. C'est-à-dire que, comme ça a été présenté dans la pyramide sur l'industrie 3.0, on a construit l'information avec des silos qui correspondent aux différents outils qu'on avait. La supervision d'un côté, la GMAO de l'autre, le LIMS, etc. Et ce qui fait qu'au sein des équipes, chacun a sa vision au travers du prisme de son système d'information et c'est pas partagé. Ce qui fait qu'on a une inefficience dans les organisations qui est folle parce qu'en fait, l'information dont on a besoin, c'est la combinaison de pas mal de choses qui sont dispersées. Et donc aujourd'hui, je dirais la grosse évolution, c'est d'arriver à avoir cette approche transverse avec des modèles de données standards. J'insiste là-dessus parce que si à chaque fois qu'on implémente du digital dans une usine, on doit se reposer la question de comment je stocke des spectres, comment je stocke de la traça, etc., comment je le modélise, en fait, on perd des années. C'est juste compliqué. Donc, je dirais la nouveauté, je dirais l'évolution, c'est cette transversalité, la standardisation et le désilotage. Bonjour. Donc moi j'ai une question par rapport à la structuration des données, effectivement. Donc c'est très générique comme question. Je voulais savoir pour vous comment vous estimez la part d'humain par rapport à la part d'automatisation qui existe dans la structuration de la donnée. Alors c'est peut-être un des sujets sur lesquels on ne sera pas forcément d'accord avec ce qui a pu être dit précédemment. Nous on considère que la donnée non structurée, en fait, on perd. On va dire, si on raisonne en termes de théorie d'information. De la donnée non structurée, en fait, il nous manque de l'information du fait qu'elle ne soit pas structurée. Et donc, on ne va pas pouvoir en tirer la même quintessence que si elle était structurée. Et pour la structurer, en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est la connaissance métier, c'est-à-dire que c'est la connaissance du process, de ce que représentent les données des capteurs, la traçabilité, etc., par les experts du métier, qui va permettre de définir comment on structure ça, comment on le décrit. Et ce travail-là, en fait, qui est rien d'autre que de formaliser en fait une partie de la connaissance qu'on a du procédé, c'est de l'humain. En fait, l'avantage, une fois que c'est digitalisé, ça permet aussi également d'être moins dépendant d'une ou deux personnes qui ont la connaissance et quelque part de la partager. Le fait d'intégrer cette connaissance-là dans la manière de structurer la donnée, on va gagner en information et donc on est capable d'avoir quelque chose de plus utile pour prendre des décisions. Merci. Ah, une question. Moi j'ai une question qui est à tiroir un peu. Alors, je vais commencer par le plus facile. Est-ce que vous avez des échanges? Il y a des équipes dans un autre centre de Saint-Étienne, qui est l'Institut Fayol, qui travaillent sur les ontologies pour l'interopérabilité des données qui viennent de réseaux de capteurs. Donc la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec eux? Et la question qui est derrière, c'est qu'en fait, ces travaux-là, in fine, ont pour finalité de permettre des analyses qui prennent en compte les interactions entre les données de manière automatisée, des analyses automatisées. Donc ma question est jusqu'à quel point les analyses d'optimisation que vous faites sont-elles automatisées? Pardon, je vais y arriver. Alors, non, on n'a pas encore de contact avec l'Institut Fayol, mais je crois qu'Anna a prévu un certain nombre d'échanges avec des collègues aujourd'hui. Et pour la deuxième question, jusqu'à quel niveau d'automatisation? Alors, il s'avère que moi, j'étais dans l'industrie de process avant, sur des fonctions R&D et pas du tout dans le digital. Le problème de la data, du moins, c'est pas un problème de la data, c'est que la data toute seule, on va pouvoir faire de l'analyse, etc. Et il y a toujours besoin d'avoir un regard critique sur ce qu'on obtient. C'est-à-dire qu'avoir des corrélations ou identifier des influences de paramètres sur une performance ou autre, c'est des choses qui peuvent arriver de manière purement statistique et sans réalité physique. Et donc, quelque part, avoir ce regard de l'expert métier. Et je dirais, nous, c'est un point sur lequel on est convaincu, c'est qu'autant tous les outils, digitalisation, IA, machine learning, vont amener énormément de capacité à mieux comprendre les procédés dans l'industrie, autant ça reste un sujet à destination d'experts du métier. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a une grande mutation sur nos clients industriels. Il y a 7-8 ans,
ils étaient dans une logique d'embaucher des data scientists à tour de bras, et ils se rendent compte en fait que ça, tout seul, ça n'apporte pas de valeur, et que le vrai sujet, c'est que la data, et là je parlais en tant qu'ingénieur, ça doit devenir en fait un des éléments de la caisse à outils de tout ingénieur. Donc si on fait du génie de procédé, de la thermique, eh ben, on doit avoir le bagage data dans sa caisse à outils, comme on a le bagage statistique, mathématique, etc. Et donc en fait, la data, vous avez utilisé mon mot, va permettre, du moins tous ces outils, ça va permettre d'automatiser pour être plus productif dans ce qu'on fait et se supprimer tout un tas de tâches, je dirais, qui ne nous intéressent pas en tant qu'ingénieur. Par contre, l'expertise métier, ça reste un fondamental, et je pense que c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Merci. Nous allons passer à la présentation suivante. Donc nous avons... Bonjour à tous. Oula, c'est fort. Il vient de nous prévenir, il a 2 minutes, donc soyez sympas avec nous. Donc moi, je suis Flora Joly, je suis cofondatrice avec Céline Lapère de R&D Concept. R&D Concept, c'est une histoire qui a commencé en 2018 sur un projet de valorisation de plastique dit sauvage, donc récupéré dans la nature en Occitanie, en lunettes de soleil, les lunettes éphémères. Pour ce projet-là, on a été accompagné par l'IMT d'Alès dans l'incubateur pendant 3 ans, parce qu'il y avait une méconnaissance de ces plastiques-là qui étaient détériorés, qui étaient potentiellement toxiques, qui n'étaient pas utilisés sur l'application lunettes. Et du coup, il y a eu tout un travail qu'on a fait avec l'IMT d'Alès, mais pas que, avec tout un écosystème de chercheurs, d'ingénieurs, aussi de fabricants, etc. Ce savoir-là, du déchet au produit éco-conçu, on l'a dupliqué sur des prestations d'accompagnement pour les structures qui ont des déchets qui sont non valorisés ou mal valorisés ou qui voudraient les valoriser autrement sur des applications innovantes. Et donc, on a créé en 2020 une SAS qui s'appelle donc R&D Concept. L'idée, c'est d'impulser la recherche et le développement pour la fabrication de matériaux et de produits responsables et durables. Concrètement, et je vous en dirai plus après à mon stand si vous voulez, petit teaser. Concrètement, aujourd'hui, par exemple, il y a des collectivités qui viennent nous voir. Donc nous, on est en Occitanie, vous savez que c'est une région très viticole, mais la filière de liège n'est pas mise en place, des bouchons de liège. Donc du coup, les communautés s'intéressent à comment est-ce qu'on pourrait valoriser le liège et en quoi. Et à côté de ça, il y a d'autres entreprises qui cherchent des matériaux éco-conçus pour leurs produits, parce qu'aujourd'hui, ils ont des projets qui sont très locaux, circulaires, engagés, mais ils ont certains matériaux qui continuent d'arriver à l'autre bout du monde, et ça, c'est plus possible. Donc, du coup, on travaille sur ces applications avec ces nouveaux matériaux. Donc, c'est très pluridisciplinaire, et ça fonctionne avec tout un écosystème très vaste. Je ne sais pas si ça dure 1 minute, mais c'est pas mal, non ? Voilà. Donc je laisse ensuite à 3D Mehdi. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anvar Amassei, je suis un ancien doctorant de l'école des mines d'Albi, Centre Matériaux. Et donc, j'ai travaillé dans l'industrie pendant des années, en fait, à développer des aciers à outils pour les procédés de fabrication. Donc, des aciers à outils avancés. Donc, c'est pendant cette période qu'en fait, je regardais que l'industrie a besoin d'une compétence avancée dans la gestion thermique de moules. Et en plus, on va de plus en plus vers fabriquer des pièces fines plus complexes que l'industrie n'arrive pas à gérer le contrôle de procédés, par exemple dans la fonderie ou dans l'emboutissage chaud. Et donc, du coup, l'idée de 3D médailles vient de cela, c'est-à-dire transformer en fait le savoir-faire, la connaissance dans une cerveau digital pour faire la gestion thermique automatique des moules dans le but d'améliorer la productivité et surtout de rendre formables les nouveaux alliages qui sont très difficiles à former. Et en plus, on a aussi deux autres produits à proposer qui sont 2 jeux numériques pour contrôler la qualité de la pièce. Le premier et le deuxième, c'est pour donner un outil aux opérateurs non qualifiés. On a passé en fait le temps où une personne est travaillée pendant 40 ans dans une usine, dans une fonderie, juste
avec le bruit de la machine, ils savaient qu'est-ce qui va se passer. Donc maintenant, on est en face des opérateurs moins qualifiés. Et donc le troisième, c'est en fait de donner un outil digital à ces opérateurs non qualifiés, de pouvoir gérer en fait les procédés comme quelqu'un expérimenté. Ben, merci. Et on a un stand, si vous voulez, on peut discuter. Merci. Donc je vais maintenant passer la parole à Bisco. Bonjour à tous, je m'appelle Robin Maquet. On a créé la société Bisco il y a 1 an et demi. De notre point de vue, il y a 3 grands enjeux pour la transition environnementale. Il y a l'énergie, l'agriculture et les matériaux. Et nous, on se positionne sur les matériaux. Donc, au service de cette transition environnementale des matériaux, on met les procédés au cœur, parce que c'est la matière qui engendre les procédés de transformation de la matière. Et donc, on a inventé un procédé qui permet de valoriser un déchet de l'industrie mythilicole. La mythiliculture, c'est la culture des moules. Et donc, en gros, on récupère la fibre de byssus qui permet aux moules de s'accrocher sur les rochers ou bien aux pieux de culture. Et on transforme en textile industriel à destination, en textile technique à destination des industriels. Donc, nos marchés aujourd'hui, c'est l'aménagement intérieur dans la mobilité. Donc, isolation thermique des camping-cars, caravanes, aéronautique, ferroviaire aussi. C'est des marchés un peu plus long terme parce qu'il y a plus de normes à aller chercher. Et puis, l'autre marché, c'est des segments sur le marché du bâtiment. Donc, il peut y avoir, par exemple, du calorifugage de chaudière, isolation thermique dans les climatisations, dans les coffrages de volets roulants, ce genre de trucs. La performance de nos matériaux, c'est l'isolation thermique, l'absorption acoustique, l'allègement des systèmes. On arrive à faire des matériaux qui sont très légers. La densité de la fibre de byssus, c'est 0,6 quand on a des polypropylènes à 0,9. Quatrième, je ne me rappelle plus, mais je vous le dirai tout à l'heure sur le stand. Voilà, merci. Bonjour à tous, donc je suis David Perrin, je suis CTO chez Predisearch, qui est une spin-off des Mines Saint-Étienne. On a été créé donc en 2017. Et donc de notre côté, on base nos produits donc, sur du jumeau numérique de patients, sachant qu'on cherche en fait à optimiser des prothèses cardiovasculaires ou leur implantation. Voilà. Donc on travaille sur 2 pathologies principalement, les anévrismes aortiques et les valves mitrales. Et ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est développer des logiciels d'aide à la décision, principalement en planification préopératoire, pour venir optimiser le choix de la prothèse, faire de la conception sur mesure de prothèse et réduire en fait les complications post-opératoires grâce à de la prédiction en amont de l'intervention. Voilà. Donc ça, c'est notre principale application. Et puis, donc, on est aussi en train d'essayer de développer une partie plus en amont sur la mise au point et la mise sur le marché de dispositifs médicaux, sachant que toute la simulation numérique en fait, peut être un appui très important pour tout ce qui est prototypage, in silico trials aussi, donc pré-études, avant d'aller sur des études cliniques un peu standardisées et puis d'avoir des agréments réglementaires. Voilà. Bonjour, Benjamin Dupas, donc société Wallace Technologies. On travaille avec l'école des mines de Saint-Étienne, Christophe ici présent, dans le cadre du dispositif TEAM, et on fait des solutions de stockage d'énergie qui utilisent en fait le vecteur thermique. Donc on va venir faire une transition de phase sur un matériau à changement de phase qui est l'aluminium, et on convertit ça avec des systèmes Stirling, pardon. Et pour optimiser ces systèmes Stirling, on a développé des échangeurs ultra compacts qu'on réalise en fabrication additive métallique dans le cadre du partenariat avec l'école des mines. Voilà. Donc j'ai ramené quelques échantillons, vous pourrez venir les voir sur le stand. Je vous remercie.